Lucie, ça te tente-tu de répondre à un quiz pour savoir quel personnage de Pocahontas tu es? Ah ouais, shoot. Je suis bonne dans ces affaires-là. Première question, quelle est la langue autochtone la plus parlée au Canada selon vous? Je dirais algonquin. Non, c'est le cri. Je suis même pas sûre que l'algonquin c'est une langue. Non? Deuxième question, à votre avis, qui était Louis Riel? Ah, ça, je sais, c'est le fondateur du Manitoba. Ça dit chef métis. Ouais, il était aussi fondateur du Manitoba. Quand pensez-vous que les Autochtones ont eu le droit de vote? D'après moi, en même temps que les femmes, fait que je dirais 1940. Non, en 1960 et en 1969 au Québec. Oh, ouais. Quel personnage de Pocahontas tu es? Ça dit, vous êtes John Smith. Vous ne connaissez pas bien les couleurs du vent, retournez à vos livres d'histoire. Ah, ils apprennent ça en histoire maintenant? Hey, moi, dans mon temps, là, on apprenait juste que les Iroquois, c'était les méchants, puis que les Algonquins vivaient dans les maisons longues. Non, les Algonquins, c'était dans les tipis, ça je me rappelle, parce qu'on disait « Ah, pour Algonquin, ça fait un tipi! » Les maisons longues, ça je pense, c'était les Hurons. Ah oui, c'est ça, les... Ouais. Ben, les Iroquois, c'est eux autres qui vivaient dans les maisons longues, hein. Et je retournerais peut-être pas tout de suite dans vos livres d'histoire si j'étais vous, les filles. Ah non? Oui, merci d'être venu écouter un peu parler de l'histoire du Québec et du Canada parce que ben, j'ai lu quelques-uns des livres. Certains m'ont fait sourire, certains m'ont fait un peu rire jaune. D'autres ont quand même eu une belle note de passage. Je vais commencer avec certains des vieux anciens livres, comme le Canada Then and Now. Ça, c'est le livre plus que ma mère aurait eu à son école, mais que nous, ceux de mon âge, on avait quand même accès. Certaines des images étaient très poignantes, comme celle-là du bon missionnaire qui sauve l'âme des Indiens, des sauvages en péril. On disait les sauvages dans ce Oui, les sauvages. Puis même quand j'étais jeune, c'était encore accepté de dire sauvage, même si ça nous blessait. C'est comme l'origine du White Savior aussi. Ah, il était très white, il était très sévieux. Oui. Nous, on allait brûler en enfer. Et malheureusement, les méchants Iroquois avaient souvent le rôle de ceux qui faisaient cuire les missionnaires. Donc, on était des méchants. On se faisait tellement dire qu'on était comme ci, comme ça, qu'on y croyait. Si c'est dans les livres, c'est que c'est vrai. J'avais 10 ans, j'avais 8 ans, puis moi, ça m'impressionnait bien gros. Je pouvais même pas imaginer que l'histoire était pas vraie, qu'on n'était pas des méchants. Puis même l'image des Autochtones, je veux dire, ça, c'était l'image souvent du tipi, de ce qu'on appelle l'Indien à plumes. Quand tu dis un Indien à plumes, c'est que c'est pas universel, la plume. Non, on utilisait les plumes parce que les plumes ont une signification spirituelle, mais l'Indien à plumes, c'est celui qui a la plume collée dans le derrière de la tête. C'est tellement fort comme image que même des personnes qui nous demandaient, parce que je faisais de l'animation au jardin botanique, est-ce que ta plume pousse dans ta tête? Ça s'est déjà demandé. Par un enfant ou un adulte? Non, par des adultes. Puis des histoires qui viennent de personnes qui ont étudié cette histoire-là. C'est parce que cette histoire-là, c'est pas nous qui l'avons écrite. Et elle était très imaginée et elle poussait beaucoup sur le fantasme aussi de ce qu'ils considéraient des Autochtones. Vous voyez ici Champlain tout seul devant tous les Autochtones. Qu'est-ce qu'il était un grand héros. Avec un fusil, puis il leur tire dessus, là. Puis ça, c'est notre héros national. Vous pouvez imaginer comment l'estime des jeunes dans les communautés, dans les écoles, parce que souvent on allait dans des écoles mixtes, c'est-à-dire autochtones, non autochtones. Bien, quand tu jouais aux cowboys, aux Indiens, tu voulais pas être un Indien, même si c'était autochtone. Fait que c'était... je te dirais que c'était assez biaisé pour faire qu'on n'avait pas une bonne estime de soi. Ce livre-là, que j'ai lu, on était là, on apparaissait juste en 1534. C'était une terre vide complètement qui a été découverte par Jacques Cartier, 1492, Christophe Colomb. Fait avant ces années-là, il n'y avait absolument rien. Par hasard, il y a des Autochtones, mais ils n'avaient pas d'histoire. Nous autres, ça nous faisait sentir qu'on n'était pas là, puis que le rôle qu'on avait n'était pas important ou était honteux, donc on préférait pas en parler. J'ai eu quand même les derniers enseignants qui étaient des religieuses qui venaient nous enseigner ça, plus la parole catholique, Marguerite Bourgeois, puis la conversion des Indiens, puis tout ça, on avait beaucoup un message très fort sur comment l'Église avait sauvé nos âmes. Ça, c'était vu comme une bonne chose. C'est vu comme une très bonne chose, puis c'est ce qui faisait qu'aujourd'hui, on parle français, puis qu'on n'est plus des sauvages. Mais toi, Mélissa, à quel moment tu as commencé à t'intéresser à l'histoire autochtone? Il est arrivé un événement, c'était en 90, c'était la crise d'Oka.
Et pour moi, ça a été un énorme réveil de ma conscience en tant que jeune fille autochtone. Ça l'a beaucoup réveillé en moi le désir de savoir d'où je venais, qui j'étais, pourquoi est-ce qu'on nous ignorait. Fait que j'ai commencé à faire des recherches historiques. Après le secondaire, j'étais un peu frustrée du manque d'informations. À travers ces livres-là, j'ai pu entendre l'histoire des Inuits racontée par un Inuit, plutôt que d'avoir l'histoire des Amérindiens racontée par tout sauf des Amérindiens. C'était l'histoire de ma nation, mais il a fallu que je la cherche. C'était pas tout le monde qui la connaissait, puis c'était pas accessible à tous. Et même, j'ai appris certains concepts à travers ces livres-là, comme historiquement, nous autres, on parlait de avant et après la farine. C'était avant et après l'arrivée des Blancs. La farine? La farine, c'était comme avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. OK. Ben, nous autres, c'était dans l'histoire, il y a avant et il y a après la farine. Donc, les Blancs arrivaient avec la farine. Arrivé avec la farine, on n'en avait pas avant. Il y a le livre Période, puis il y a le livre Mémoire Québec-Canada, qui sont présentement dans les écoles à travers le Québec. Celui-là m'a fait un petit peu sauter. Le pouvoir des mots est très important en histoire. C'est très important parce que ça amène du sens. Et beaucoup des mots qui étaient dans ces livres-là, je les ai trouvés très adoucis. J'en viens pas encore qu'on utilise encore le terme amérindien. Ça n'a pas une connotation négative, mais ça représente l'erreur qui a été faite, qui était que quand ils sont arrivés ici, ils pensaient qu'ils étaient en Inde, donc on était des Indiens d'Amérique. Et amérindien, c'est tellement large, mais en même temps, ça exclut certains groupes comme les Inuits. Ça exclut des groupes qui sont plus en Amérique du Sud. Ça fait un petit peu 1980 et des poussières. Là. C'est quand tu veux être encore poli, mais que t'es pas encore à niveau dans ton histoire. Fait que j'invite le monde à dire autochtone, puis à connaître les groupes. Je dis, si tu peux connaître les 12 mois de l'année, tu peux te rappeler des 11 nations qui habitent au Québec. C'est pas si difficile que ça. OK, moi, je sais pas, je l'admets. Ouais, mais non, mais là, je vais les apprendre. Bon, tu es obligé de retourner à l'école. Mais non, apprendre les 11 nations, c'est pas... Ça dirait que ça fait peur. Beaucoup de gens qui ont peur, soit de se tromper, soit de pas bien le dire. Puis la peur de pas bien le faire, pas bien le dire, ça leur donne comme, on dirait, une excuse de ne pas avoir à le faire. Moi, je considère que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont colonisés autant que les Autochtones parce que leur histoire, c'est pas eux qui ont décidé de l'apprendre telle qu'elle est écrite, mais ils peuvent faire l'exercice de se décoloniser en disant, ben moi, je veux inclure les Premières Nations, je veux avoir un respect pour ceux qui habitent le territoire avec moi, et ils vont apprendre l'histoire. Et je le vois de plus en plus, que ce soit par apprendre le nom des nations, même des fois apprendre la langue de la nation sur laquelle tu es, le territoire sur lequel tu es. Fait qu'il y a des gens qui apprennent le Mohawk présentement parce qu'ils sont sur l'île de Montréal. Fait que ça, c'est des beaux exercices de décolonisation que j'encourage tout le temps le monde à faire. Fait que le mot amérindien, c'était mon premier choc. J'en ai eu plusieurs. OK, un des termes que j'ai eu le plus de misère, c'est le terme de la colonisation. Donc, ici, dans ce livre-là, ça parle de deux types de colonisation. Ça parle de colonisation mercantile, c'est-à-dire la colonisation pour trouver des ressources, et de la colonisation de peuplement, pour pouvoir implanter des personnes. Mais il n'y a personne dans le livre, je ne l'ai pas lu en tout cas, qui parle de la colonisation comme un envahissement, un déplacement des communautés autochtones, puis vouloir remplacer les communautés qui étaient déjà là par un autre peuple. Et ça, c'était quand même la philosophie de départ de la colonisation, c'était l'idée de terra nullus, c'est-à-dire une terre où il n'y a pas d'autres êtres humains, donc on peut venir et s'installer partout parce qu'il n'y a personne. Parce que nous autres, les Autochtones, ça a l'air qu'on comptait comme les oiseaux, les arbres et les plantes, ben on était là, on décorait le paysage, mais on pouvait être déplacé. Mais dans le livre, il n'y a nulle part où ce qui en parle justement des impacts de la colonisation sur les peuples autochtones. C'est vu encore très romancé. Ça aussi, il y a une romance par rapport à la colonisation française versus la colonisation anglaise. Parce qu'il y a le bon colonisateur et le mauvais colonisateur. Puis ça, c'est quelque chose qui nous était enseigné aussi. Je veux dire, les bons Canadiens français puis les méchants Anglais, c'est quelque chose, c'est un ton que je me rappelle avoir entendu dans mes livres d'histoire. Moi, j'ai entendu ça, mais c'est pas vrai, là, tu dis? Moi, j'ai entendu ça puis j'ai adhéré à ça, là, à que nous, on était moins pires que les Anglais. La chance que les Français ont eue par rapport à la Nouvelle-France, par rapport à la colonisation française, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autant de dégâts parce que, justement, la conquête anglaise est arrivée.
mais il n'y a pas de colonisation qui est bonne. Parce que si tu regardes comment les Français ont colonisé ailleurs, je veux dire, si tu vas dans le nord de l'Afrique ou tu vas juste au Vietnam, ça a été des colonisateurs comme tous les autres colonisateurs. Quand une colonisation réussit, puis qu'elle se rend à sa terminaison, ben il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui se font déplacer, il y a des gens qui se font oublier. Puis malheureusement, la colonisation française n'était pas plus... n'avait pas une plus belle valeur ou une plus belle, comment je peux dire, idéologie. L'idée, et elle était écrite dans les livres des Français, c'était de convertir les Indiens, de prendre les terres, d'implanter notre religion, notre culture. C'était ça l'idée. C'est une colonisation. Mais elle a été supplantée par la colonisation anglaise. Et ce sont les Anglais qui ont continué le travail, qui étaient déjà aussi en cours dans les colonies anglaises. Beaucoup de gens pensent que maintenant, parce qu'on est au courant que la colonisation a eu lieu, elle est arrêtée. Mais les effets de la colonisation sont encore là. Les pensionnats ont encore des effets. La loi sur les Indiens existe encore. Elle a des effets. C'est juste qu'on commence à voir maintenant, puis ça commence à être discuté aussi par d'autres communautés que les communautés autochtones. Mais de savoir que des injustices sont faites en ton nom, au nom de ta population, envers une autre partie de ta population, je pense que c'est là où tu peux décider que tu arrêtes les effets de colonisation ou tu les continues parce qu'elle t'avantage. Alors là, présentement, il y a encore une continuation des avantages de la colonisation parce qu'elle avantage certaines personnes. Écoutez, l'autre livre que j'ai lu, par exemple, Période, j'ai comparé avec beaucoup de contenu qu'il y avait dans celui-ci et je dirais que j'étais un peu plus charmée. Il y avait des noms, il y avait des participations des communautés autochtones, puis des noms des communautés autochtones qui participaient, c'est que c'était pas juste une Amérindienne, un Amérindien. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On parle des esclaves. Il y a tellement de gens qui vont s'ostiner avec nous sur le fait qu'il n'y avait pas d'esclaves au Canada, en Nouvelle-France, alors qu'il y a eu une histoire très solide d'esclavagisme en Nouvelle-France, et même l'idée que l'esclavagisme a fini en 1760 dans ce livre-là, alors qu'ici, ça continue, ça l'explique que c'était beaucoup plus grand. Et je veux dire, l'esclavage au Québec a fini en 1833. Historiquement, un esclave autochtone valait la moitié d'un esclave noir. Ah ouais. Parce qu'un esclave noir était plus chic. C'était mieux vu, tandis que nous autres, on était comme les raclures de fond de tiroir, là. Et oui, les femmes qui étaient esclaves, je suis désolée, ils faisaient pas juste du pain, là. Il y avait d'autres traumatismes liés à ça. Puis dans les pensionnats, c'était des enfants. Ça arrivait à des enfants. Si le gouvernement a pu créer des systèmes qui faisaient subir ça à des enfants, je pense que c'est important que des jeunes adolescents puissent avoir le droit d'accéder à ce pan-là de l'histoire, même s'il n'est pas beau, pour éviter que ça se reproduise. Je parlais de la puissance des mots tantôt, puis de la manière de raconter les histoires, qui est très importante. Puis un des exemples que j'ai vu qui me faisait un petit peu suer, c'est celle de Amherst. Parce qu'on parle en 1763 qu'Amherst, qui est quand même, il y a une belle rue là, qui a son nom ici, il s'est battu contre Pontiac, contre des Autochtones dans la région de Détroit. Amherst, il a utilisé la première forme de guerre bactériologique en envoyant des couvertures et des vêtements infectés dans lesquels les gens étaient morts de la variole à des gens des communautés autochtones pour pouvoir les affaiblir. Et dans ce livre-ci... Sciemment, là. Hein? Sciemment, oui, c'est ça. C'était volontaire. C'était un outil de guerre. C'est pas qu'ils le savaient pas. Non, c'était voulu. Mais dans ce livre-là, ça dit que ils ont vécu une pandémie, c'est pour ça que la bataille a été perdue. Tandis que dans celui-ci, ils en parlent de guerre bactériologique. Donc, je trouve que l'importance des mots, c'est de montrer qu'il y avait des intentions. L'intention de coloniser, l'intention de prendre la place, l'intention de remplacer, et surtout l'intention de ne pas respecter les ententes, ne pas respecter les traités. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Depuis la commission Vérité-Réconciliation, depuis que l'histoire des pensionnats est venue en lumière, on parle de réconciliation. Mais pour qu'il y ait une réconciliation, ça ne peut pas être une réconciliation à moitié. Il faut qu'on accepte le tort qui a été fait. Il ne faut pas essayer de le diminuer. Il ne faut pas essayer de le remplacer par des fausses vérités ou de glisser par-dessus rapidement. Il faut l'accepter. Mes futurs médecins, plombiers, gars du corps, c'est avec eux que je vais avoir des interactions. C'est avec eux que mes enfants vont avoir des interactions. Fait que si on veut casser le racisme, la discrimination, c'est dans ces livres-là, dans comment ils vont nous lire, comment ils vont nous voir. Je pense que c'est important
que ça soit pas juste des filles un peu crinquées qui trouvent leur histoire dans les bibliothèques, mais que ça soit accessible à tous les jeunes, comme les mathématiques, le français ou les arts. Là. Moi, je vote pour que tu écrives un livre d'histoire puis qu'on le rende obligatoire dans toutes les écoles. Je vote pour ça.